Rentrée littéraire, partie 2. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est la partie 2. Je vous avais dit que je lirais d'autres livres de la rentrée littéraire, c'est le cas. J'en ai lu moins que ce que je croyais, je n'en ai lu que 3 autres, ce qui fera 7 en tout, mais je vous tourne une vidéo parce qu'après je vais être obligée de commencer à lire des livres pour mon travail. Du coup, ça va chambouler mes plannings de lecture. Alors hop, 3 livres, je vous tourne ce petit point. Et dans le lot, il y a aussi un polar qui rentre dans la pile du pack. Et on commence tout de suite avec un livre dont on a beaucoup parlé, qui a trusté les réseaux sociaux, dont on a parlé dans la presse. C'est un primo-roman, il s'agit de Mon mari de Maud Ventura. Il s'agit donc d'un premier roman qui est original et un petit peu dérangeant. Et je pense que c'est pour ça qu'il est sorti du lot et qu'on a eu envie de le lire. Il est atypique déjà dans le choix de cette couverture. Je la trouve personnellement magnifique. Elle a un côté un peu old school, un peu vintage, très femme des années 50, qui donne tout de suite l'ambiance de ce que sera le roman. Et puis, il y a une tonalité de couleurs très particulière, et notamment, il y a du orange. Le orange qui fera bien sûr penser à la clémentine. Pour ceux qui ont lu le roman, vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne l'ont pas vu, écoutez, riez d'avance. Cette histoire de clémentine, moi, m'a beaucoup fait rire. Alors, de quoi nous parle ce roman? Nous sommes dans la tête d'une femme, une quadra, mariée, 2 enfants, qui a une situation sociale intéressante. Elle est prof d'anglais, elle est traductrice à ses heures perdues. Voilà, tout se passe bien dans sa vie, elle a un bon niveau social, son mari gagne bien sa vie, donc tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et le long du roman, pendant 7 chapitres, qui seront les 7 jours de la semaine, donc du lundi au dimanche, nous allons suivre les pensées de cette femme, les pensées de tout ce qu'elle vit, de tout ce qu'elle analyse, de tout ce qu'elle extrapole. Et à partir de là, on tombe quand même dans quelque chose d'absolument étonnant. Alors au début, le tableau est idyllique. Elle commence par nous expliquer toute cette vie familiale, qu'elle vit super bien, qu'elle est très heureuse et surtout qu'elle est extrêmement amoureuse de son mari. Ce fameux « mon mari ». Voilà, elle l'adore, voilà, tout est merveilleux. Nous sommes sur le lundi. Mais on sent déjà, et c'est la grande force du roman dans l'écriture, que Maud Ventura nous glisse des petites choses. Elle glisse des peaux de banane au lecteur et elle commence à l'induire vers autre chose. Il y a vraiment un jeu de double discours. Et puis on arrive au mardi. Et le mardi, on rajoute une petite couche de bizarrerie, et notamment l'affaire de la clémentine. Et à partir de là, il y a une dérive qui est absolument géniale. Elle arrive à, Maud Ventura, quand je dis elle arrive à distiller à travers son roman à la fois de l'humour, parce que c'est vraiment drôle parfois, de la bizarrerie, de l'étrangeté, en même temps qu'une analyse sociale, et puis surtout, ce personnage qui est totalement extravagant, voire complètement fou, parce que cette femme, dont on n'a pas le prénom, dont on ne connaît rien, qui nous raconte sa vie, on se dit à la lecture qu'elle est complètement frappadingue. Et plus on avance dans la lecture, et plus on se dit qu'elle est complètement folle. Et pourtant, et c'est ce qui m'a plu dans l'écriture de Maud Ventura, c'est que il y a quelque chose de nous dans ce personnage. Alors bien sûr, c'est totalement excessif, c'est totalement hors norme, elle est hors compète, hein. Là on est sur du podium de Jeux Olympiques de la folie, mais on a tous ce sentiment d'avoir vécu à un moment ou à un autre cette espèce d'extrapolation intellectuelle où on analyse ce qui a été dit, on interprète, on se projette, on aurait dû dire ça, on aurait dû faire ça. Je pense qu'on l'a tous vécu plusieurs fois et souvent dans notre vie, et là, à travers le prisme de cette femme folle, ça fait mal, parce qu'on se dit, mais en fait, on est tous un peu comme elle. Alors ok, dans une moindre mesure, mais voilà. C'est ce que j'ai trouvé hyper fin, hyper intéressant dans ce roman. Et le lecteur qui est en place d'observer tout ça se pose une seule question, mais c'est qui cette femme? Est-ce que c'est une gentille amoureuse qui juste délire un petit peu? Est-ce que c'est une parano complète? Est-ce que c'est une control freak à la Brie Van de Camp? Est-ce que c'est... voilà, mais qui est-elle? Et surtout, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer? Vers où elle nous emmène? Honnêtement, moi, à la lecture, je n'avais pas deviné la fin. Je suis quand même un peu la championne pour deviner les fins des romans. Et mon cerveau avait commencé à travailler, j'avais extrapolé des fins. Je n'avais pas extrapolé celle-là. Je pense et pourtant, c'est pas une fin hyper originale. Mais je sais pas, elle avait réussi à me faire oublier les choses et à m'emmener là vraiment où je ne pensais pas aller. Donc rien que pour ça, j'étais assez contente.
Notre cerveau de lecteur est tout le temps en éveil, en train de se demander ce qui va se passer. Et en fait, c'est ça qui fait le charme du roman. Être tout le temps tiré à U et à dia entre qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle veut dire. Et je rigole un petit peu parce que c'est quand même super drôle. Voilà, pour un premier roman, j'ai trouvé que c'était bien vu, très bien senti. Et je me dis que ça méritera, même si le roman n'est pas exceptionnel, qu'on aille voir ce que fait Maud Ventura dans les années qui viennent. Apaiser nos tempêtes de Jean Egland. Alors Jean Egland, c'est une autrice qui est très connue en France, alors qu'il n'y a eu qu'un seul de ses romans de traduits jusqu'ici. Mais Dans la forêt a été un carton. Ce qui est dommage, c'est qu'il a mis 20 ans à nous arriver. 20 ans avant d'être traduit et proposé par Gallmeister. Et aujourd'hui, on a un nouveau roman de cette autrice qui nous arrive chez Phébus. Alors déjà, première surprise, c'est un roman classique. Ce n'est pas du tout un roman post-ac comme Dans la forêt. C'est vraiment quelque chose de très différent et j'ai lu des critiques négatives et je pense que ça vient de la surprise des gens de voir qu'elle est partie sur une autre piste. Moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Et si je l'ai beaucoup aimé, c'est parce qu'il aborde un sujet essentiel à mon sens, c'est le rapport de la femme à la maternité. Et de mémoire de lectrice, alors j'ai pas tout lu bien sûr, mais c'est la première fois que je lisais un roman qui abordait aussi amplement, de façon aussi multiple et de façon aussi claire, aussi simple et aussi efficace, toutes les facettes de la maternité pour une femme. Elle aborde des sujets importants tels que le choix ou non d'une grossesse, qu'est-ce qu'on décide quand on tombe enceinte, le garder ou une IVG. Elle aborde aussi les accouchements et elle aborde aussi de façon très forte ce qu'on ressent quand on est mère et qu'on se retrouve avec un enfant. Parfois, ça peut être un rejet, parfois ça peut être un trop-plein d'amour, parfois ça peut être plein de choses différentes. Souvent, on a réduit les femmes à une maman, une mère doit être maternelle. C'est un instinct naturel, c'est totalement idiot, bien sûr que non. On ne ressent pas du tout les mêmes choses d'une femme à l'autre, et même parfois d'un enfant à l'autre. Et c'est important de le dire, et elle l'a fort bien dit dans ce roman. Ce roman est extrêmement réaliste, jusqu'à en être choquant. En effet, il est abordé une thématique très forte, à savoir l'IVG, et elle l'aborde de façon totalement frontale. D'abord par la violence qui est faite à une femme qui choisit l'avortement, la façon dont les milices anti-avortement l'agressent, essayent de la convaincre de garder son bébé par des moyens un peu très dérangeants. Et puis, vous avez la deuxième phase, c'est-à-dire la phase de l'IVG en lui-même, qui est décrit de A à Z et qui met vraiment mal à l'aise. Moi, j'étais vraiment pas bien à la lecture de ce passage. C'est aussi nous confronter à tout ce qui est le parcours d'une femme dans l'IVG, et c'est extrêmement bien fait. Et rien que pour ce début, Jean Egland m'a séduite. Le départ est simple, nous suivons deux femmes qui tombent enceintes involontairement. Anna vient d'un milieu plutôt bien socialement, elle tombe enceinte d'un de ses profs, je crois, enfin en tout cas une histoire, voilà. Elle ne veut pas lui dire à cet homme qu'elle est enceinte et elle choisit l'avortement. Et en parallèle, vous avez Cerise, qui elle vient d'un milieu extrêmement défavorisé, très pauvre, elle n'a pas fait d'études, et à 16 ans, elle tombe enceinte. Et elle choisit de le garder. Et vous allez avoir en parallèle l'histoire de ces deux femmes, mais pas seulement. Parce qu'en plus de ces deux femmes, de ces deux parcours de vie, vous allez avoir d'autres femmes qui gravitent. La mère de Cerise, la sœur d'Anna, toutes ces histoires qui s'entremêlent pour vous raconter une seule et même histoire. La maternité n'est pas quelque chose d'unique. C'est pas une maternité. Ce sont les maternités. Toute notre approche de la maternité, y compris, et on le voit avec le personnage de la sœur d'Anna, lorsqu'on se retrouve face à des adolescents, parfois on est démunis parce que nos bébés ne sont plus nos bébés, deviennent des êtres à part entière et ils font des choix qui parfois ne nous plaisent pas. Et elle bouscule tout ça, elle pose des questions et c'est vraiment très bien fait. Une petite chose que je me dois de préciser qui est importante, c'est qu'on est vraiment...
aux États-Unis. C'est-à-dire que l'ambiance est américaine, l'approche des choses, et notamment de l'IVG, est très américain, y compris aussi d'ailleurs de l'accouchement. Tout est payant, quoi que vous fassiez. Donc vous n'allez pas avoir le même médecin accoucheur selon que vous êtes riche ou pauvre. Donc voilà, toutes ces questions sont abordées. Mais pour autant, c'est un roman universel. Certes, il y a tout cet aspect qui est très nord-américain, mais pour tout le reste, c'est universel. C'est un roman de femmes, écrit par une femme, et qui s'adresse vraiment aux femmes, pas juste aux américaines. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Et le fil narratif derrière tout ça, c'est qu'est-ce qui va se passer pour ces femmes? Quelles vont être les implications de leur choix? Avorter ou ne pas avorter? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, leurs destins vont à un moment donné se mêler, vous allez avoir toutes ces histoires, c'est très joliment bien fait, c'est très bien écrit. Alors je ne sais pas si ça vient de la traduction ou si vraiment la traduction était très réussie ou pas, mais j'ai trouvé que c'était assez joli en termes de langue, assez poétique, ça se lit très très bien, c'est très facile à lire, mais j'avais eu le même sentiment en lisant Dans la forêt, que c'était à la fois très joli et très facile à lire. Donc c'est vraiment la grande force de Jean Eglund, je trouve, c'est qu'elle lit très bien les deux. Et enfin, il y a un aspect qui est un peu secondaire, mais quand même qui est très présent et que j'ai beaucoup aimé, c'est son approche de l'art. De façon indirecte, les deux femmes sont confrontées à l'art, puisque Anna, celle qui vient d'un milieu bourgeois et qui choisit l'avortement, est artiste, elle est photographe, et elle nous parle souvent de son rapport à l'art, de son rapport à la photo et de ses pannes artistiques. Et j'ai trouvé ça intéressant d'aborder l'absence d'envie de travailler son art ou au contraire l'omniprésence dans sa tête de son art. Et puis vous avez en parallèle Cerise qui dessine très bien et sa fille qu'elle a choisi de garder, Mélodie, va elle se sentir artiste, mais c'est inné, il n'y a pas de travail, elle va pas à la fac, juste elle a le besoin de s'exprimer par l'art, en tout cas même si elle ne sait pas ce que c'est que l'art, par la création, et ça déconcerte un peu tout le monde, parce que personne ne sait gérer Mélodie et ses flamboyances artistiques. Lorsque leurs chemins se croiseront, il y a un questionnement autour de l'art que j'ai trouvé vraiment intéressant, notamment dans le regard que Cerise pose sur les photos qui sont exposées parfois, y compris du travail d'Anna, et qu'elle ne comprend pas. Et c'est vraiment très intéressant. C'est souvent un questionnement qu'on a face à leurs contemporains. On se dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Ou alors, parfois, on se dit, mais j'aurais pu le faire, donc qu'est-ce que ça fait là? Voilà. Alors, c'est pas le thème le plus important du roman, mais c'est sous-jacent et j'ai trouvé que c'était intéressant et que ça a amené une petite chose en plus. Donc voilà, un joli roman qui sera pas de la teneur d'un Dans la forêt, mais qui mérite d'être lu, vraiment. Et je termine avec le dernier lu de mes romans de la rentrée littéraire que j'avais aussi mis dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Celle qui brûle de Paula Hawkins. Alors de Paula Hawkins, c'est son 3e roman et j'avais déjà lu les 2 précédents. Je fais partie des gens, alors je sais que tout le monde n'était pas d'accord, mais moi j'avais adoré La fille du train. Vraiment, j'avais trouvé ça remarquable. L'idée de faire un polar dans lequel il n'y a pas de cadavre, absolument excellente, très originale. J'avais adoré son approche, j'avais adoré surtout son approche sociale, son approche des personnages féminins, notamment du personnage central, la fameuse fille du train. Même au-delà, le film aussi m'avait plu. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas aimé cette adaptation. Moi, j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de sensibilité, Et puis, c'est pas souvent qu'on met en personnage central une femme alcoolique. Vraiment, ça m'avait beaucoup plu. J'ai ensuite lu Au fond de l'eau, dont je garde un souvenir moins fort. L'histoire m'a un peu échappé, mais j'en garde quand même un sentiment assez agréable. Et pour celui-ci, je dirais que c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, même s'il a des thématiques super intéressantes. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment un polar. Il y a un cadavre. Voilà, on retrouve sur une péniche amarrée le cadavre d'un jeune homme. Et vous allez avoir l'apparition de femmes qui vont graviter autour de cette histoire. Et avec chacune leurs histoires et leurs points de vue, on va, à travers ce kaléidoscope, remonter le fil du meurtre de ce jeune homme. Il y a d'abord Myriam, qui vit dans la péniche à côté, qui a vécu un drame dans son enfance et qui est un personnage un petit peu hors norme. Mais vous allez voir, tous les personnages féminins de ce livre sont hors norme. Il y a Laura, qui elle aussi a vécu un drame dans son enfance et porte un lourd secret.
Et cette jeune femme est celle qui va avoir vu pour la dernière fois le jeune homme mort. Myriam, dans la péniche, elle, va découvrir le corps. Et enfin, on va suivre l'histoire de deux sœurs, dont l'une est la mère et l'autre la tante du jeune homme mort. Et avec ces personnages féminins, vous avez l'histoire qui se tisse. Il ne faut pas oublier le personnage d'Irène, qui est une petite grand-mère qui ne veut pas qu'on la prenne pour quelqu'un d'invalide et de vieux, et qui va rajouter une petite touche d'humanité à ce roman. Et voilà, avec des personnages humains très forts, Paula Hawkins va tisser son roman. Alors, une des forces du roman, et c'est vraiment le talent de Paula Hawkins, c'est de savoir créer des ambiances. Elle le fait très bien. Alors, ce qui m'a fait rire à l'ouverture du bouquin, c'est que quand vous ouvrez la première page, il y a un plan. Mais alors, comment vous dire, le plan, c'est genre une rue avec le fleuve et genre 5 maisons. Alors, franchement, pour comprendre ça, il n'y avait pas besoin de plan. Hein. On n'est quand même pas sur, je sais pas, le Seigneur des Anneaux, où vous avez vraiment besoin d'un plan pour comprendre où se situe la terre du milieu. Là, non, là, ça va aller. Donc ça m'a fait rire. Mais en même temps, ça montre bien que vous allez dans un récit très ramassé en termes de lieux, où tout le monde se croise tout le temps. Et donc, ça met une espèce de pression. Et c'est ça qui fait la force du roman. Le talent de Paula Hawkins, c'est l'ambiance. Donc, je vous ai parlé des personnages féminins. Je ne vous parle pas des personnages masculins. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Et comme souvent chez Paula Hawkins, ils n'ont pas le beau rôle. Voilà. Et vous allez avoir cette enquête. Honnêtement, je me suis un peu ennuyée. J'ai trouvé que ça manquait de vivacité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'allers-retours passé-présent. C'est normalement quelque chose que j'aime beaucoup. Mais là, en fait, je me suis ennuyée parce que ça hachait vraiment le propos. Et du coup, ça manquait de dynamisme. Et dans ma tête, à la fin, j'avais plus trop envie de savoir qui avait assassiné ce jeune homme. D'autant que le jeune homme n'est pas particulièrement sympathique. Et qu'à un moment donné, dans nos têtes, on finit par se dire que c'est peut-être pas plus mal. Ce qui est assez horrible. Bon voilà, ça m'a perturbée. J'ai pas pris énormément de plaisir à la lecture de ce roman, j'étais un peu déçue. Honnêtement, même les personnages féminins, dont certains avaient tout pour me plaire parce qu'on parle encore de maternité, on parle de rapports de couple, on parle de rapports de femmes. Elle aborde vraiment plein de thématiques intéressantes dans cet enchevêtrement de personnages. Et pour autant, je n'ai pas réussi à m'attacher aux personnages. Donc ça, c'était vraiment la déception. Voilà. L'enquête policière est intéressante, mais là encore, elle croise tellement de fils, je m'y suis un peu perdue. Enfin, pas perdue dans le sens j'ai pas compris, j'ai bien compris, hein, mais dans le sens où moi je m'y suis pas retrouvée, j'y ai pas trouvé mon compte. Et voilà, ça restera pour moi un Paula Hawkins mineur, et malheureusement je pense que je l'oublierai très vite. Voilà, c'est terminé, une courte vidéo sur les 3 romans de la rentrée littéraire. J'en aurai fini, alors j'en lirai d'autres, mais un peu plus tard, et je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Et puis en attendant, pour la semaine prochaine, je vous prépare une vidéo surprise. Vous allez voir, ça va dépoter. Et puis, pour tout vous dire, elle est déjà tournée. Et puis en attendant, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, pour commenter. Et en attendant de se retrouver en vidéo, je vous embrasse fort. Et j'ai ma Lisbeth qui... Ah non, c'est mon looping, mon chat, qui rentre aussi dans ma pile du pile dans... Et voilà, comme ça j'ai pas à dire